Alors, continuons notre exploration avec celui d'avril 1979, toujours le bimensuel Game Machine, le numéro 117, c'est ça? Oui, c'est ça. Le numéro 117 du 15 avril 79. Bon, l'idée c'est de voir un peu ce qui se passait chez les grands noms, Sega, Taito, Nintendo, et puis de sentir les tendances, les petites histoires de l'époque, une vraie plongée dans cet âge d'or naissant, quoi. Absolument. Et ce numéro il est très révélateur. On sent une industrie en pleine ébullition et surtout un nom qui écrase tout, Space Invaders. Ah oui, Taito, impossible de les rater dans ces pages. D'ailleurs, l'article principal, il annonce direct la couleur. Offensive juridique. Tout à fait. C'est même en une. L'article explique que Taito a lancé des poursuites, des demandes d'injonction en fait contre plusieurs boîtes. Lesquels, par exemple? World Vending et Fujichrome sont cités nommément pour contrefaçon de Space Invaders, évidemment. Ils invoquent le droit d'auteur et aussi la loi sur la concurrence déloyale. D'accord. C'est vraiment le début de la guerre pour protéger leur jeu phare face aux copies qui déferlaient, j'imagine. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Oui. ils ne font pas que poursuivre. Ils accordent aussi des licences officielles pour produire Space Ah Invaders. oui. À qui, par exemple? On connaît des noms, hein. Oui, oui, Sami Kojio, Logitech, Shinyon Kinikaku, Ah, le futur SNK? ben voilà, et aussi Jametre, EBE, M et même Midway pour les États-Unis. D'accord. C'est une stratégie double alors. D'un côté, on attaque les copies pirates, de l'autre, on contrôle la diffusion via des partenaires choisis. Malin. C'est ça, protéger sa propriété intellectuelle, mais aussi capitaliser à fond sur le succès. Gérer l'incendie tout en profitant de sa chaleur, quoi. Et un truc assez fou qui montre bien l'ampleur du phénomène. Le magazine publie un catalogue général des jeux Invader. Oui, avec les versions officielles et celles sous licence. Le mot invader était devenu presque un terme générique en fait. Incroyable. Ça montre l'impact culturel. Et Taito ne s'arrête pas là, hein. Publicité pour d'autres jeux comme Castle Take et ils affichent leur présence à l'international via leur filiale américaine, membre de la MOA. Ok, donc Taito omniprésent. Et Sega pendant ce temps. Un peu moins visible peut-être. Moins en une, c'est sûr, mais bien présent. Sega Enterprise est aussi listé comme membre de la MOA américaine d'ailleurs. D'accord. Et sur le plan local, au Japon, ils co-organisent un salon important en avril 79, le All Table TV Game Machine Show, avec une autre société, Esco Trading. Ah oui, quand même. Et il y a une petite anecdote marrante, non? Avec la NHK? Oui, un crédit photo pour Sega qui apparaît dans un reportage de la NHK, la télé publique, sur le Shuttle Loop. C'était une montagne russe hyper moderne installée à Yokohama Dreamland. Sympa. Et un autre grand nom qui commence à pointer le bout de son nez dans l'arcade. Nintendo. Exactement, on voit apparaître des publicités pour Space Fever de Nintendo dans ce numéro. Space Favor. Ça ressemble à quoi? C'est une borne table, le format table cocktail très populaire à l'époque dans les cafés, et dedans plusieurs jeux inspirés de Space Invaders mais aussi du casse-briques. D'accord. Une sorte de compilation, quoi. Voilà, et ils le présentent comme un jeu allant du débutant au pro. C'est clairement leur entrée sur ce marché spécifique des tables TV. Intéressant. Si on prend un peu de recul, au-delà des entreprises, quelles sont les grandes tendances qu'on voit émerger dans ce numéro? La tendance numéro 1, c'est clairement le boom invader. Une demande phénoménale et du coup une explosion des copies. Et ça commence à poser question, j'imagine. Oui, tout à fait. On voit poindre des débats sur la régulation. Il y a même une association d'opérateurs de pachinko, la Zenjokyo. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent une réglementation des jeux TV. Ils soulignent qu'il n'y a aucun contrôle sur les horaires d'ouverture des lieux qui en proposent, ni sur l'accès des mineurs, ni sur la taxation, contrairement à leur propre salle de pachinko, elle, très encadrée. Une forme de concurrence déloyale selon eux. C'est ça. Une autre tendance nette, c'est la médiatisation qui augmente. Le reportage de la NHK sur le Shuttle Loop, ça montre que les médias généralistes s'intéressent à ces nouveaux loisirs. Et il y a aussi des tournois qui s'organisent, non? Oui, un championnat national Invaders, sponsorisé par Jatré, c'était lié à la sortie d'un film comique de Hong Kong, Mr. Boo, apparemment. Ah d'accord, le jeu vidéo commence à s'intégrer à la culture populaire. Et techniquement, qu'est-ce qu'on peut noter? L'arrivée massive des micro-ordinateurs dans les bornes, c'est ça qui permet ces jeux plus complexes. Et puis, les écrans couleurs commencent à apparaître. Des vrais écrans couleurs? Alors, parfois oui, mais souvent c'était juste une astuce. Une simple feuille de celluloïd colorée posée sur l'écran noir pour donner l'illusion de la couleur. Non! Sérieux?
carrément une feuille de plastique. Mais oui, ingénieux, mais ça montre bien que la demande était tellement forte que la technologie avait parfois du mal à suivre, quoi. Ou alors on faisait avec les moyens du bord pour avoir de la couleur à moindre coût. C'est fou. Et le design des bornes aussi évolue. Oui, avec ce format table dont on parlait, très pratique pour les cafés et les restaurants. Bon, si on devait résumer ce qu'on apprend de cet avril 1979, grâce à Game Machine, Taito est clairement le roi avec Space Invaders, entre procès et licence. Sega, plus discret mais solide, tisse sa toile. Et Nintendo fait une entrée remarquée sur le marché des tables. C'est une très bonne synthèse, oui. C'est vraiment un moment clé. Le succès fou d'un seul jeu qui redéfinit toute l'industrie, qui pose des défis énormes en termes de propriété intellectuelle, de gestion du marché, pour tout le monde. Et une dernière petite réflexion, en refermant ce numéro. Alors que Taito se battait pour protéger Space Invaders, le fait que le mot Invader devienne presque un nom commun, comme le montre ce catalogue, Mhm. ça illustre bien comment l'impact culturel d'un jeu peut complètement dépasser son créateur, lui échapper même. C'est quelque chose à méditer, je trouve.